Alors, où en sommes-nous? Bienvenue à nouveau. Ah, vous êtes encore là? Oui. Alors du coup, on a évoqué un peu l'APCOS aussi. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'association justement et ses productions? L'APCOS, avec ce nom un peu bizarre, c'est une association qui s'est créée en 1990 lorsque la première génération des navigants Concorde partait à la retraite. Et comme ils avaient noué des liens avec les gens de Toulouse, puisqu'ils avaient été formés par les essais en vol Toulouse, ils ont voulu créer une amicale pour pouvoir se retrouver. Et ça a fonctionné comme ça pendant pratiquement jusqu'à l'arrêt des vols, puisqu'il y avait en particulier il y avait des voyages, des repas, des séminaires, des repas à Toulouse comme un... Mais en 2003, avec l'arrêt des vols, nous avons été quelques-uns à nous poser la question de mais si on fait rien, Concorde, ça restera une belle statue métallique dont personne ne sait rien, parce que dans cette amicale, on se rendait compte qu'on côtoyait des gens comme Henri Perrier, Jean Reich. Henri Perrier était l'ingénieur navigant d'essai du premier vol, c'est comme ça qu'on le connaît, mais c'était quelqu'un qui a, au cours de toute sa vie sur Concorde, a coordonné des opérations avec les Anglais, par exemple. L'aventure des entrées d'air, c'est grâce à lui que nos entrées d'air ont été correctement certifiées, alors que c'était quelque chose... Donc, dans le domaine technique, c'était quelqu'un de tout à fait unique. Mais même, par exemple, dans la bataille pour New York, c'est lui qui a été appelé pour coordonner les équipes franco-anglaises. C'était quelqu'un qui était capable de parler aux autorités. La bataille pour New York, c'était pour obtenir l'autorisation... L'autorisation de desservir New York-Kennedy. Parce que sans cette autorisation, Concorde s'arrêtait au bout de 2-3 ans. Oui, bien sûr. Et lui, il a été nommé pas en fonction de ses qualités d'ingénieur navigant d'essai ou de chef des essais en vol. Il a été nommé parce que c'est quelqu'un qui avait le respect de toutes les parties et qui pouvait parler à tout le monde et qui avait l'intelligence de coordonner tout ça. Donc ça a été le coordonnateur de cette affaire. Donc à de nombreux moments dans le programme Concorde, c'est quelqu'un qui a mis un apport décisif qui a permis la réussite. Donc ces gens-là, personne ne les connaissait, quoi. Et donc on a été quelques-uns à dire il faut qu'on s'intéresse au patrimoine humain du programme Concorde, et en particulier André Roerou et Loïc Pourageau, des interviews. On a interviewé à peu près 90 personnes, 150 heures d'enregistrement. C'est des enregistrements audio ou vidéo? Vidéo. De qualité professionnelle, qui aujourd'hui sont arrivés à l'INA, mais on a des gens comme Jean Reich, qui était le directeur du bureau d'études après Lucien Cervanti et Gilbert Cormery. Donc on a des gens qui nous parlent du bureau d'études Concorde, quoi. Henri Perrier, bien sûr, André Turcat. Ce travail a été fait dans les années, c'est terminé en 2012, donc entre 2008-2012. Et depuis, effectivement, ils disparaissent, ils sont pratiquement tous disparus, surtout ceux de Toulouse, quoi. Alors, quand on l'a fait, on s'est dit, on aurait dû le faire plus tôt. Il aurait fallu le faire plus tôt, mais heureusement qu'on l'a fait, parce que sinon, aujourd'hui, on passerait surtout à côté de ce qu'est Concorde. Concorde, c'est une aventure humaine assez extraordinaire, d'une génération exceptionnelle d'après-guerre, qui a su, après avoir relevé déjà l'industrie française à un bon niveau, puisque avant 1960, on avait fait la Caravelle civile, le Mirage 3 militaire, ce bien qui sûr, pas rien. Et en 62, on leur propose ce challenge extraordinaire qu'ils vont savoir relever. Et donc, c'est une aventure humaine. Comment étaient ces gens Et donc là vous n'êtes pas simplement contenté des industriels, des ingénieurs qui avaient construit Concorde. Vous êtes allé jusqu'à ceux qui ont participé à l'exploitation commerciale aussi. Tout à fait, parce que l'APCOS a été créée à l'origine par des gens d'Air France, des anciens navigants. Des anciens navigants d'Air France, les Andréani,
les Gilbert Barbaroux, ceux qui ont fait les premiers vols. Mais il y avait vraiment une relation très forte avec Toulouse. Et c'est vrai que l'APCO, c'est plutôt parisienne maintenant. Donc, on a une grosse entrée sur tout ce qui est exploitation. Donc vous avez déplacé le centre de gravité de Concorde de Toulouse à Paris. Absolument. C'est un blasphème, ça, non? Non, mais ce qui correspond bien à la réalité historique. Parce qu'au début, le centre de gravité était sur Toulouse. C'est là qu'on faisait l'avion, c'est là qu'on l'essayait. Bon, il était aussi essayé en Angleterre. On est un peu trop français. Pas par une décision personnelle. Mais justement, est-ce que les Anglais font ce même travail? On sait qu'ils sont très attachés au patrimoine, C'est vrai. en particulier le patrimoine aéronautique. Ils savent conserver les avions dans leur jus d'époque, dans leur environnement d'époque. On voit les Warbirds, ils sont sur des aérodromes qui n'ont pas bougé, du moins, qui donnent l'impression de ne pas avoir bougé depuis 1940. Donc, il n'y a pas de raison que Concorde, il le néglige. C'est vrai, mais sauf que moi, ce que je vois de côté anglais, c'est plus superficiel, c'est-à-dire, c'est des récits dans les revues. Je ne crois pas qu'il existe quelque part une banque de données sur leur bureau d'études, Ah oui. sur Rolls par exemple. Moi, j'ai acheté un livre sur le John Hooker, c'est pas, le père du Olympus. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait sur le moteur. Comme toujours, dans Concorde, il y a eu on a retrouvé les Anglais au moment de l'accident, mais pour se séparer après. Oui. Et pendant toute l'exploitation, on était de part et d'autre. On a été il n'y a que dans le domaine des motoristes, où j'ai l'impression qu'il y a eu même à Air France, les gens qui s'occupaient des moteurs des Olympus à Air France avaient des relations avec les Anglais que n'avaient plus les autres départements, et en particulier le département des opérations aériennes. Ouais. Alors on se rend compte là que notre Concorde est en train de prendre forme là. Dès lors qu'ils ne parlent plus, qu'ils sont plus distraits, t'as vu, ça avance. De finir les toilettes. Les toilettes. Voilà. Un gros plan sur les toilettes. C'est pour ça qu'on Elles parlait n'étaient d'un pas gros grandes. plan. Elles n'étaient pas grandes. Non, elles n'étaient pas grandes. Les nacelles moteur. D'accord. Ah oui, là ça ressemble vraiment. Pour info, on a dépassé le temps de vol du Concorde. Entre Paris et New York. T'es Donc, pas un peu rabat-joie là? Il voulait battre un record là ce soir. Alors, il y a une question sur l'empennage Air France. Ça, c'est un presse-papier qui est fait par l'entreprise Socatec, comme ça se prononce, S-O-C-A-T-E-C. Et Socatec, en tête, est un fabricant de maquettes qui est partenaire d'Air France pour un certain nombre de maquettes et qui est du reste gestionnaire de la boutique Air France qui est au cœur de la cité des navigants Air France. D'accord. Et en fait, ils ont fabriqué... Alors, il y a des très très belles maquettes de Concorde, très grandes d'ailleurs, qui sont encore plus grandes que ça. Elles doivent faire 1,50 m, elles sont immenses et elles sont magnifiques. Et les presse-papiers, il est édité en version Air France ou en version British Airways en fait. Et je pense Quelle est celle qui a le plus de succès? Ça dépend de quel côté de la Manche on se situe. Je pense qu'en France, Air France prend l'avantage, et puis de l'autre côté, c'est l'inverse. Et du coup, elle est réussie, elle est assez originale, parce que du coup, c'est pas commun. Ah oui, et puis c'est une belle pièce en plus, c'est une elle est belle lourde. pièce. Ouais, elle est lourde, Elle est bien stable. elle est décorative. Donc voilà. Je reviens à l'association. Donc vous avez fait un gros travail de mémoire en collectant beaucoup de témoignages. Tu dis plus de 100? Combien? On a à peu près 90 personnes, 150 heures. 150 heures de témoignages vidéo. L'idée, c'était de faire des témoignages sans contrainte. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous renouveler? Alors aujourd'hui, notre problème, c'est ça, parce que par définition, le professionnel Concorde est une espèce en voie de disparition, mais nos statuts permettent d'intégrer des personnes en membres associés, et si la personne s'intéresse au travail patrimonial que nous faisons, coopère, c'est l'exemple de Philippe Borentin, par exemple, qui est très influent sur le site.
eh bien, de l'activer. Et donc là, quelque part, notre association pourrait être pérenne si quelques personnes intéressées par l'histoire de l'aviation et de Concorde en particulier voulaient bien se joindre à nous. Il y a un statut d'abord de membre associé, donc quelqu'un qui n'est... et s'il s'avère qu'il est intéressé et qu'il apporte une plus-value, l'activer, et à partir du moment où il est membre actif, il a accès à tous les... Il peut passer administrateur, président, j'espère qu'on en trouvera un jour. Et donc là vous êtes dans une phase de transition qui est la transmission, justement. Voilà. Comment vous y prenez là? Comment alors tu disais que vous aviez un site internet, voilà. vous éditez une revue de très bonne qualité, mais est-ce que ça suffit pour aller chercher, ou du moins pour attirer l'attention sur vos travaux? Alors nous avons un site parce que depuis 2003 où on se préoccupe de patrimoine, ça fait quand même une vingtaine d'années de travail. Bien sûr. On avait une revue qui s'appelait Mac 2. Et le site, on l'a ouvert il y a 3 ans. On a mis à profit la pandémie pour se travailler là-dessus. Et donc, on a un site, et fort immodestement, on l'a appelé Concorde Référence. Et c'est un site sur lequel il y a évidemment l'histoire, mais des comptes rendus, des choses qui finalement, enfin moi, que je ne trouve pas ailleurs sur Internet, sur ce que j'appelle, moi, le vrai Concorde, c'est-à-dire le Concorde tel qu'il a été vécu. Et tous les vendredis, nous sortons une newsletter qui essaye de sortir un petit événement en le dynamisant un peu. Et je vois que chaque vendredi, j'ai un peu plus de clients. Oh, super. Alors cette semaine, j'ai vu une vidéo, et c'est un Concorde avec 4 réacteurs en modèle réduit, vous la connaissez sûrement, où il fait... c'est bluffant, c'est bluffant. Moi, les dernières vidéos que j'ai vues de grands modèles réduits, j'ai dit encore un petit effort, on pourra remonter dedans. Le rêve. Ah, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et qui doivent regretter de ne pas avoir eu la possibilité de voler en Concorde. C'est vrai, mais Concorde, je crois que c'est une époque, quoi. Oui. C'est une époque. Plus qu'un avion, tu veux dire? Il est l'image d'une époque, les années 70, où on voulait faire quelque chose, on le faisait. Aujourd'hui, avant de faire quelque chose, on se pose raisonnablement des questions. Et là, c'était toute l'industrie, moi qui étais contemporain de cette époque, tout le monde voyait le lendemain avec moitié d'avions pointus, supersoniques, moitié d'avions tout ronds, subsoniques, gros porteurs. Et c'est après qu'on a commencé à se poser des questions, mais pas totalement, parce que sur Concorde, on dit toujours que Concorde n'a pas été un succès commercial, et on ne sait pas faire la part entre ce qui est dû à Concorde et ce qui est dû au transport supersonique. Et le transport supersonique en soi pose des problèmes. Les horaires, c'est pas lié à Concorde. Tout avion qui vole à Mach 2, on ne peut pas faire un horaire vers l'Est. C'est quand même embêtant. Parce que tout horaire vers l'Est, il est pénalisant parce que l'avion vole à Mach 2. Alors que si l'avion vole à Mach 0,8, on le fait voler la nuit, tout le monde se repose, on fait un gros avion bien rond, on se repose et tout le monde est content. Alors que le supersonique, on a tout à l'heure parlé du bruit. Un avion supersonique, il aura toujours un fuselage étroit, donc la cabine espace en supersonique, ça n'existe pas. Alors, c'est pour ça que les supersoniques, les 1 ou 2 projets de supersoniques qu'on voit depuis 20 ans au moins, sont des avions d'affaires. Même si certains, comme Aérion, disent on va faire un avion d'une 50aine de places, on ne se fait pas d'illusions. On sait bien qu'à la sortie, ça sera à la sortie.
à condition qu'il vole un jour, parce que pour l'instant, il n'a toujours pas trouvé ses moteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que le supersonique, du moins, oui, le supersonique a encore un avenir? Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est évidemment non. Parce que on remarque d'ailleurs que, encore une fois, les gens qui ont fait Concorde, ils étaient géniaux. Parce qu'aujourd'hui, boum, après des recherches et plein de trucs, il arrive un avion qui ressemble mais à ciné. Pourquoi? Parce qu'il arrive à dire, il nous faut une aile delta, parce que c'est la seule aile qui est capable de voler en super et en subsonique, et d'avoir l'épaisseur suffisante pour mettre du carburant. Delta, 4 moteurs. Donc il arrive à un avion qui aura les qualités, les défauts de Concorde. Et les qualités et les défauts de Concorde, on les connaît. C'est le bruit, c'est les vitesses importantes, c'est l'impossibilité de se mettre en vitesse d'attente. Et donc, une fois qu'on prend ça, ben on dit on ne peut pas avoir un Concorde bis. Alors si demain on invente un nouveau concept, un nouveau design peut-être, mais avec l'avion, les projets tels qu'ils sont dessinés aujourd'hui, il n'y a aucun avenir, à la fois à cause du bruit, parce que le bruit est devenu beaucoup plus restrictif. Bien sûr, bien sûr. On nous a maintenus à la fois à Roissy et à New York. Il y a eu vraiment une bienveillance vis-à-vis de Concorde. Parce qu'il y avait 3 avions par jour et en plein milieu de journée. Mais ce ne sera pas le cas demain. Le bruit et puis le problème du bang. Un avion de ce profil, eh ben, il fera toujours un bang perçu au sol. Donc interdit de voler en supersonique au-dessus du sol. Ben, alors, les Américains mènent des recherches pour baisser un petit peu ce bruit, puisque tous les projets qui sont en course sont à maximum Mach 1.8, voire Mach 1.6 maximum. Et il y a un gros travail de lobbying auprès de la FAA, justement, et de l'OACI, pour rendre acceptable ce bruit au-dessus des populations. Donc voilà, et quand on en parle aux Européens, ils disent nous on est en train de prendre du retard et de se faire peut-être distancer par les Américains, et même à un moment les Américains imposeront peut-être des normes. Voilà. Donc actuellement, c'est un petit peu le discours qu'ont les Français et les Européens, certains Européens. Ouais. Je pense à la DGAC et à l'EASA. Non, mais c'est vrai que le X-59 qui vole à la NASA, il cherche à trouver une structure qui assourdisse le bang au niveau il faudrait que, au niveau du sol, le bang soit celui du claquement d'une portière de voiture. Ouais. Sauf qu'on connaît la recette, mais c'est connu depuis longtemps. Il faut faire un avion très long et très fin. Puisqu'ils ont même à une époque envisagé une pointe télescopique. Mais le X-59 là, qui va voler, qui peut-être ne va pas faire trop de bruit au sol, pour un pilote, donc une charge marchande quand même relativement faible, une dizaine de tonnes, il fait 30 mètres de long. Quoi. Donc, pour un avion du gabarit d'un Concorde de 180 ou 200 tonnes, ça va faire combien? 400 mètres de long quoi. Quelque part... Donc c'est pour ça aussi qu'ils visent plus les jets d'affaires que les Moi, que je les veux avions bien de ligne. croire que les hommes d'affaires ont beaucoup d'argent, mais avant de développer des moteurs spécialement conçus, parce que les moteurs, ils seront utilisables que sur ces avions-là. Bien sûr. Alors que quand on voit que déjà aujourd'hui, même pour un CFM56, il faut un large volume d'avions pour rentabiliser je vois mal comment un constructeur va développer demain un moteur. Le marché semble vraiment réduit. Donc Concorde risque de rester une exception pour un moment. Ouais. Ah, là, on dirait que nos 2 ingénieurs ont un souci là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pièce qui a été montée à l'envers. Alors, je me demande si c'est pas la mienne. Alors, est-ce que ça arrivait, ou ça arrive encore? Non, c'est Une pas pièce possible montée à l'envers aujourd'hui. Sur une hélice, par exemple, quand tu mets les gaz, c'est que ça marche. Non. Si.
On en parlait un petit peu là quand vous êtes arrivé. On parlait du match entre Boeing et Airbus, un match qui depuis pas mal de temps tourne à l'avantage d'Airbus. Oui, enfin moi c'est un constat que je fais, oui, effectivement. Airbus prend de l'avance, mais je crois que je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais force est de constater que le 737 MAX a plombé Boeing et que Boeing a un petit peu de difficulté à refaire son retard. C'est un euphémisme, un petit peu de difficulté. Tous ces programmes aujourd'hui sont tous à l'arrêt. C'est fou. Le 737 MAX, on connaît tous les problèmes, et puis des problèmes qui sont pas simplement liés à ce système. Le 787, c'est pareil, ils n'arrivent pas à le produire, il y a toujours des problèmes. Et puis le 777, le grand, ils n'arrivent pas à le sortir, à part pour faire des démos spectaculaires dans les salons aéronautiques. Et quand je dis ça, attention, hein, je me félicite pas, parce que je trouve que Boeing, c'est une magnifique entreprise, qu'ils ont fait des avions extraordinaires, à commencer par le 737. C'est une industrie, une entreprise qui a loupé toute une suite de tournants, à mon avis. Et pendant ce temps-là, son concurrent direct, lui, il s'envolait. C'est d'autant plus étonnant que le 77 est quand même une machine extraordinaire. Et j'ai compris que le 87, ses soucis, c'était aussi financier, quoi. C'est-à-dire que le mode de financement et de coût d'amortissement n'est pas adapté, quoi. Oui, c'est parce qu'il a connu quand même pas mal de soucis de développement aussi. Hein. Alors, on en est où? Waouh, Ah, magnifique. Tu as bien fait de venir. Merci. L'opération, ouais. Là, c'est un soulagement, tu vois, parce qu'on se dit, on va peut-être pas se coucher trop tard. Ouais. Et puis ça marche aussi devant, hein. Ouais, visiblement. sûrement. Oui, oui. voilà. Waouh. Alors, j'ai une question. Peut-on poser une question sur le tragique accident de Gonesse en 2000 à Pierre-Grange? Si, j'en ai plein. On finit avec notre chapitre Boeing versus Airbus. Airbus, on l'a décrié aussi à un moment, hein, parce qu'ils ont eu quand même des patrons qui étaient quand même de très très beaux charlots. Hein. Il y a eu une époque aussi où Airbus était quand même sous la coupe des politiques, qui avaient gardé de très mauvaises habitudes. Mais tous les gens que nous avons connus de aérospatial, donc qui étaient dans le programme Concorde, la vente de leur société pour €1 symbolique pour faire ADS, et puis voir l'arrivée effectivement de la bourse dans leur travail, ça les avait tous choqués, quoi. Ouais. Alors bon, Airbus, ce matin, et Air France ont annoncé la commande de 50 A350 assortie de 40 options, je crois. Ils vont dépasser, s'ils lèvent toutes les options, ils dépasseront plus de 100 Airbus A350, 900 et 1000. C'est la succession des 777 qui s'annonce. Les 777 et les 787 étaient dans la boucle. Hein. Ils voulaient... Il y avait un mix au départ. Et là, apparemment, s'il n'y a plus de mix, hein, ils partent à fond dans le 350, qui a l'air d'être quand même un sacré avion. Belle réussite. Parce que quand on voit des compagnies comme Air Caraïbes, French Bee, comment elles savent les exploiter, je veux dire, et les retours qu'on a quand ils en parlent, ça a l'air d'être un sacré avion. Hein. Alors, la question est de Hélène. Alors, je vais la lire. Pierre, comme témoin a déclaré, on entend sur l'enregistrement des conversations dans le cockpit l'officier pilote évoquer Le Bourget, le commandant de bord dire trop tard car il sent que l'avion lui échappe. À ce titre, l'équipage a été exemplaire. Pouvez-vous nous expliquer l'équipage a été exemplaire? Oui, alors c'est très intéressant ce qui est remarqué là, parce que ce moment où Jean Marcaud dit on tente le Bourget, en fait il le tente parce que l'avion est à ce moment-là en train de s'incliner à gauche. Et c'est une affirmation ou une question? Non, à l'examen des paramètres. En même temps que Jean Marcaud dit il est en train de parler à la tour, il dit on tente le Bourget parce qu'il voit l'avion s'incliner, donc il pense que oui, d'accord. Christian Marty est en train de virer vers le Bourget.
Et Marty lui dit simplement non, parce que c'est pas lui qui... Au contraire, il essaye d'éviter le virage, c'est l'aile gauche qui est en train de se détruire sous la flamme. Et je trouve que ce moment est exemplaire de cet accident, c'est-à-dire un équipage effectivement exemplaire, parce que jusqu'au bout, ils se sont battus, chacun avec son intelligence. Jean-Marco disant on tente le Bourget, c'est-à-dire qu'il est dans la boucle, il sait que le Bourget est là, il dit tiens, peut-être que Christian il veut tenter le Bourget, ce qui aurait été quand même une sacrée virtuosité d'arriver à se poser à cette masse dans ces conditions. Et l'autre répondant simplement non, parce qu'il sent que l'avion est en train de lui échapper. Et d'ailleurs, très peu de temps après, l'avion perd le contrôle, c'est-à-dire il fait pratiquement un passage d'eau avant de revenir à plat. Il est tombé à plat sur l'hôtel, mais il est passé d'eau entre-temps, quoi. Donc avant la perte de contrôle finale. Donc c'est un moment très intéressant qui a été noté là, très humain aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors j'ai une question juste en dessous qui m'est adressée. Alain, c'est passionnant les coulisses côté PNC. Avez-vous d'autres anecdotes et des différences entre le Concorde et les autres avions? Alors, on va commencer par les différences entre Concorde et les autres avions. Comme je le disais tout à l'heure, les PNC étaient très peu nombreux, se connaissaient tous, et donc on leur demandait des choses qu'on ne demandait pas sur les autres avions. La première chose qu'on leur demandait, déjà pour les filles, c'était de se changer à bord, donc d'avoir 2 jeux de robes, puisqu'il y avait 2 couleurs sur les robes à chaque fois, et de se coordonner à bord pour avoir les mêmes robes sur le vol aller, puis elles changeaient sur le vol retour. Donc en fait, elles se changeaient où dans l'avion? Dans les vestiaires de l'avion, dans les vestiaires dans lesquels on mettait les manteaux par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui réglementairement était un petit peu compliqué à faire sur les autres avions et qu'on ne demande pas du tout. Autre particularité, elles avaient le droit de porter des bijoux qu'on ne portait pas sur les autres avions. C'est-à-dire qu'à Air France, et dans les autres compagnies, il reste un, mais Air France, il y a un code vestimentaire qui fait l'objet d'un chapitre qui s'appelle les règles de port de l'uniforme, où tout est codifié, de la couleur du vernis à ongles aux bijoux, boucles d'oreilles, etc. Et sur Concorde, par exception, les hôtesses avaient le droit de porter notamment des colliers de perles, ce qui n'est pas autorisé sur les autres avions. Donc il fallait qu'on soit sûr qu'elles n'en fassent pas la publicité ailleurs, puisque c'était par dérogation en quelque sorte qu'elles avaient le droit de porter ces bijoux sur Concorde. Et puis parfois il y avait aussi des entorses à la règle, puisque la règle sur tous les avions, que ce soit les pilotes ou les PNC, c'est de porter son badge de manière apparente, son badge professionnel de manière apparente. Or le badge apparent sur la robe Concorde notamment n'était pas très élégant, pas très harmonieux, donc en fait on les autorisait, voire on le suggérait de cacher en fait le badge apparent lors de l'embarquement. Donc c'était en quelque sorte une contravention, mais là aussi on leur demandait de ne pas en faire la publicité, puisque par définition ça les aurait mis en porte-à-faux par rapport aux autres PNC. Donc on leur demandait des choses particulières, et c'est la raison pour laquelle on faisait un recrutement très particulier avec cette capacité à faire la part des choses entre leur activité Concorde et puis leur activité subsonique, puisque les PNC alternaient un mois sur chaque, et on était très attentifs à ce devoir de réserve. Et comment tu justifies cette différence par l'exigence de perfection qu'on attendait sur Concorde, et donc on exigeait des adaptations en quelque sorte, un petit peu plus particulières. Autre chose, ce devoir de réserve, il est aussi valable pour les contacts avec les clients, puisque en fait elles étaient amenés quasiment sur tous les vols, les PNC, notamment les hôtesses, à être en contact avec des célébrités. Et donc, par définition, le devoir de réserve était de mise pour ne pas embarrasser, pour ne pas importuner en fait, les célébrités, et pour être les plus discrètes possible. Donc là aussi, une question a été posée sur les stars qui étaient à bord. Chaque PNC a naturellement sa liste de stars transportées à bord, mais pour autant, jamais les PNC, par exemple, ne demandaient d'autographe aux célébrités qui voyageaient sur Concorde pour ne pas les importuner. En fait, on était là
à respecter leurs attentes. Et comme on les connaissait lorsqu'ils voyageaient souvent chez nous, ça permettait de vraiment leur procurer un voyage le plus harmonieux possible, le plus tranquille possible. Et alors, parmi toutes ces célébrités, quelles C'est sont lequel le pire? Voilà. Moi, j'allais demander quel est ton meilleur souvenir, et voilà. Mon meilleur souvenir. Réponds aux deux. Répondez. Non, j'ai une anecdote avec un souvenir qui était étonnant parce que il faut savoir que les chefs d'État voyagent sous nom d'emprunt. Hein, les chefs d'État ne voyagent jamais sous leur nom. Monsieur Chirac voyageait jamais sous le nom de Monsieur Chirac, etc. Même pour des voyages officiels? Alors, en tout cas, lorsqu'ils affrètent des avions voilà, ils ne prennent pas leur nom ils ont des noms d'emprunt qui sont toujours le même en revanche. Ils ne changent pas à chaque fois. Et donc un jour... Jacques Richac. Alors il s'appelait comment? Jacques Corona? Non, c'était monsieur... non. Et donc un jour, pour aller... Un jour, je fais un vol où je lâchais une chef de cabine pour son premier vol. Donc elle était accompagnée, c'était après la reprise. Et là, on avait un nom en anglais, Monsieur Smith... Sur la liste équipe. Non, il était encore trop jeune. Il n'était pas né encore. Il était peut-être pas né, enfin si déjà. Mais... Si, quand même. Donc, mis sur la liste des passagers. Et puis, il y avait une flèche marquée au crayon avec marqué Clinton à côté. Alors, je montre la liste à cette chef de cabine qui faisait son premier vol et elle me dit ça doit être quelqu'un qui connaît M. Clinton, un ami de M. Clinton. Et là, je lui dis non, c'est M. Clinton. C'est Concorde, voilà, c'est normal. Concorde. Donc t'inquiète, c'est M. Clinton qui arrivait. En fait, Clinton n'était plus président des États-Unis, mais pour rentrer aux États-Unis, donc on a fait un Paris-New York avec lui. Il a voyagé sur mon emprunt, au premier rang naturellement, parce que les célébrités et les passagers les plus importants du vol étaient toujours au 1A, 1B. Et ensuite de l'autre côté, et puis aux deux premiers rangs en fait. Les deux premiers rangs de Concorde sur les 28 rangs étaient toujours attribués à la dernière minute et aux célébrités du vol. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait jamais réserver ce vol-là, enfin ces sièges-là. Et c'était géré par le protocole Air France qui, à la dernière minute, en fonction du nombre de célébrités, attribuait ça. Donc ça, c'était très... Vexé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que les gens qui embarquaient dans le Concorde, qu'est-ce qu'ils regardaient? Ils regardaient le premier rang. Qui est là aujourd'hui? Donc, c'est M. Rostropovitch, c'est M. Clinton, c'est M. Agnelli, que sais-je. Et donc voilà. Voilà. M. Clinton a été charmant. Et de toute façon, on n'aurait rien dit, parce qu'il avait un garde du corps qui était absolument disproportionné. Donc, JBO 77 demande s'il y avait une célébrité dans chaque vol. Alors, c'était très très fréquent et naturellement plus fréquent lors du Festival de Cannes notamment, ou lors des grands événements sportifs, etc., etc. Là, il y avait des... Mais sinon, il y avait quasiment tous les jours des gens fameux. Bon. Mais parfois, on avait ce qu'on appelait des belles cabines, et donc une belle cabine, c'était 10, 12, 15 personnes qui étaient mondialement connues. Quoi. Donc, oui. Oui. Quand il y a le Festival de Cannes, le lundi matin du retour à New York du Festival de Cannes, on a toute la cabine avant qui ne sont que des célébrités. Quoi. Donc, j'ai ramené Sampras, voilà, après le tournoi de Roland-Garros ou des choses comme ça. Dès qu'il y avait un événement, forcément, le lendemain matin, on savait que des célébrités allaient fréquenter l'avion. Donc, il y avait aussi une subtilité à les installer quand ils ne s'appréciaient pas. À les installer. Oui, non, mais c'est ça, il fallait gérer les susceptibilités, donc les éloigner, savoir que voilà, il y en a certains à qui il ne fallait même pas adresser la parole, on passait par leurs agents. À ce point-là. Oui, bien sûr. En fait, il y a tout un tas de célébrités qui mettent un peu de distance avec l'entourage et qui ont passé par les agents. Donc voilà. Il écoute pas. D'accord. Et donc, votre plus mauvais souvenir? Parce que tu nous as parlé du meilleur, mais... Joker, non. Non, je peux en parler parce que ça n'a pas été un mauvais souvenir, mais ce que je peux dire, j'ai accueilli Lorraine Bacal à bord. Et Lorraine Bacal a été exigeante avec moi pendant 3h30. J'étais chef de cabine sur le vol et de la première minute à la dernière minute, je crois qu'elle a été exigeante.
Elle demandait beaucoup de choses. Et bon, pendant 3h30, et c'est ce qu'on demandait au PNC et Concorde. Hein, si ça doit durer 3h30, il faut se plier aux exigences. Et donc, on se plie aux exigences pendant 3h30. Donc si elle avait été sur un autre vol, on aurait dit qu'elle était chiante. Oui, mais c'était pas le cas. Là, Voilà. on dit exigeant. Là, on dit exigeant. C'est la langue de bois Concorde, ça. Non. La même technique avec mes clients. C'est vrai. Non, mais en plus, j'en parle d'autant plus facilement que certains PNC, parfois, avaient des jeunes PNC qui arrivaient sur Concorde, avaient parfois des impatiences avec des passagers. Et en fait, on leur a dit... Enfin, on leur disait, mais c'est ton choix. Si tu souhaites rester sur Concorde, il faut savoir encaisser pendant 3h30 des exigences qui peuvent te paraître hors de proportion. Si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête, ça n'est pas grave, mais tu ne feras pas de Concorde et tu iras sur les vols subsoniques. Et en fait, on n'en veut pas aux individus de ne pas savoir gérer pendant 3h30 une clientèle exigeante. On n'en voulait pas. Bien sûr. En revanche, on leur faisait comprendre que ce n'était pas possible, en fait, parce que cette exigence allait de pair avec la perfection qu'on promettait. La promesse de Concorde, c'était aussi une promesse de rapidité, d'efficacité, de luxe. D'harmonie, etc. Et pas question qu'un PNC fasse la tête ou pas question qu'un PNC prenne un tout petit peu de retard dans un service. C'est-à-dire que voilà, à chaque demande, il fallait réagir. Par exemple, il y avait une mise de table, donc on passait en cabine pour mettre la table. Donc le chef de cabine mettait les nappes et ensuite on passait avec une espèce de petit chariot et on dressait les tables en fait. Si jamais pendant le repas, un client où nous servions du vin en renversant sur la nappe, en tachant la nappe de vin rouge, il fallait qu'on défasse la table, assiette, verre, etc., qu'on remette une nappe propre, tout ça à 600 mètres secondes. D'accord. Donc il fallait qu'on remette une nappe propre et qu'on redresse la table, et donc potentiellement ça nous faisait perdre du temps, etc., etc. Mais en fait, on n'avait pas le choix. Donc c'est pour ça qu'on exigeait la technicité, du recul, de la diplomatie, de l'efficacité, de l'anticipation, parce que parfois on était confronté à des problématiques comme ça qu'il fallait gérer. C'est ce qu'on retrouve dans les très grands hôtels, tout simplement. C'est la qualité Exactement. de service d'un 5 étoiles. C'est exactement ça. C'est tout à fait comparable. Voilà. C'est la même clientèle. Et c'est la même Alors, clientèle. la différence, et là c'est JBO 777 qui met le doigt dessus, c'est il y a un moment aussi où les exigences peuvent entrer en conflit avec la sécurité du vol. C'est arrivé, c'est ça. une très bonne question. La sécurité du vol, c'était attacher les ceintures. Alors, il se trouve que Concorde volait tellement haut qu'il y avait très très peu de turbulences. D'accord. Donc, attacher les ceintures, les gens étaient plutôt compréhensifs, mais on ne serait jamais allé au conflit sur Concorde pour une question de sécurité de cet ordre-là. C'est-à-dire que si la personne n'avait pas obtempéré, je pense que contrairement aux autres vols, ça serait arrêté là. Mais c'est pas tellement ça. Il y a une question de sécurité qui était sensible sur Concorde. C'était justement lors du roulage, lorsqu'on remettait les bagages cabine aux clients. Et parfois, ça encombrait un peu l'allée. Et ça, c'est pas conforme. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité aéronautique, encombrer les allées n'est pas conforme. Mais sur Concorde, l'espace étant tellement étroit, et le gain de temps ou la perte de temps, si on ne remettait pas ses bagages au roulage pour la première cabine, était telle que, effectivement, parfois les bagages encombraient un peu. Et on savait tous qu'on faisait notre maximum pour contrevenir le moins possible à la sécurité, mais ce n'était pas tous les jours facile. Mais sinon, des problèmes de sécurité, objectivement, j'en ai jamais vécu sur Concorde. Des passagers indisciplinés, tout ça, les gens étaient respectueux, voilà. Respectueux dans le sens où il n'y avait pas du tout de... On revient à l'accident 2000. Une question pour Pierre. Avez-vous eu des rapports avec Gilles Legelin, le contrôleur aérien qui a autorisé le décollage de Concorde ? Non, avec ce monsieur, non, mais c'est effectivement dans l'enregistreur de conversation, on entend très bien, puisqu'il intervient pour prévenir l'avion qu'il a des flammes, mais il intervient bien après que l'avion est décollé. Donc, effectivement, il fait son travail de contrôleur aérien. L'équipage, lui, ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a su à ce moment-là qu'il avait des flammes derrière lui. Je pense que de toute façon, il n'avait pas idée de ce qui se passait derrière lui.
Et donc l'intervention du contrôleur, effectivement, a été normale, cohérente avec toute la suite d'événements. Alors on me pose la question de savoir si on fumait sur Concorde. En fait, avant la politique d'interdiction des cigarettes à bord, on fumait sur Concorde, et puis ensuite, Concorde s'est conformé en fait à la réglementation américaine. C'est les Américains qui ont imposé l'interdiction de fumer au début, et donc Concorde s'est conformé, et donc on fumait plus sur Concorde. Mais il y a des objets collector Concorde, et des cendriers Concorde collector qui doivent dater du début de l'exploitation, où en fait il était autorisé de fumer. Ouais. Et donc dans les accoudoirs, il y avait des cendriers. Ces passagers exigeants, je suppose que tu en as eu qui voulaient fumer. Non, ça m'est jamais arrivé non plus. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant lorsque on a eu beaucoup de problèmes à Air France quand on a voulu faire des zones fumeurs, Ouais. après des zones fumoirs, c'est-à-dire au droit des ailes et tout. Alors, c'était tous les vols, il y avait des problèmes. Le jour où ça a été la prohibition, ça a un peu rouspété dans les cockpits, parce qu'on a dit c'est tout le monde, y compris au cockpit. Donc il y a quelques gens comme... Mais assez rapidement, tout s'est calmé. Et c'est triste, hein. C'est le jour où on fait la prohibition que tout le monde se calme. Alors qu'avant, c'était un gros problème, les fumeurs à bord. Hein. Ah oui, bien sûr. Les fumeurs réservés en zone non-fumeur pour les fumer après debout dans les... C'était infernal, il y avait toujours des problèmes. Et puis ça... Alors l'avantage du Concorde, c'est comme il allait vite, la période de... la période est exactement, c'est pour ça que... En fait, à la fin, il n'y avait plus que Concorde qui fumait. Mais objectivement, j'ai jamais eu de difficultés en termes de sûreté avec des passagers. Non, parce qu'on n'a pas indisciplinés, été les etc. premiers à partir dans cette politique. C'est British Airways qui a commencé, donc on est arrivé à la fin. Et donc les passagers qui parfois prenaient Air France parce qu'on pouvait fumer, ce jour-là, ils ont compris que même Air France y met. Donc, Je reprends une question de JBO 777 qui est resté fixé sur les célébrités, mais ça m'étonne pas. Je crois que je le connais. Il est assez branché célébrité. Est-ce que tu as eu des célébrités dans ton cockpit, des gens qui ont voulu faire un atterrissage, un jump seat? Non, mais j'ai une belle anecdote, une petite anecdote marrante. C'est le pape Jean-Paul II. On a conduit le pape... Pour toi, c'est pas une célébrité? Si, c'était C'est bon. J'étais pas dans le cockpit, c'était pas moi, c'était Raymond Machavoine. Et il emmenait le pape de Réunion sur un pays sud-africain, là. Et le pape arrive et il dit « J'aimerais bien faire le décollage au cockpit ». Alors évidemment, toute la nomenclature inquiète, mais bon, le pape il dit, alors on l'amène au cockpit. Qui peut lui refuser? Voilà. À part Dieu. Et d'ailleurs, on a des photos, le pape était très intéressé, on voit. Dans un cockpit Concorde d'Air France? Concorde d'Air France, très intéressé pour voir le décollage. Sauf que, comme on sait, le nez de Concorde bouge très fort. Et qu'il faut être bien brêlé, et en particulier, nous avions une ceinture de ce qu'on appelle de G négatif, là, une ceinture entre les jambes. Et donc, il fallait passer une ceinture entre les jambes au pape. Ah. Alors, devant les deux pilotes très courageux, on dit Henri, parce que ce mécanicien s'appelait Henri Ranty. Il a dit Henri, tu t'occupes de ça. Et on a des photos où on voit Henri auprès du pape, parce qu'il fallait absolument le faire. Parce que c'est vrai que en fin de roulage, on peut aller taper la tête au plafond, si c'est mal fait. Donc ils ont laissé le mécanicien brêler le pape. Moi, je pense que la question que JBO se posait, c'est est-ce que Tom Cruise a volé sur les Concorde d'Air France? Ou de British Airways? Peut-être British. British ont eu beaucoup de personnalités anglo-saxonnes. Ouais, j'ai pas de collègues ayant eu des anecdotes avec Tom Cruise. Moi, j'ai accueilli John Travolta. Non, passionné ça d'aviation aurait pu, connu. Le Pirate des Caraïbes. Johnny Depp. Johnny Depp, Ah oui, parce mais que comme il partageait entre Los Angeles il y a la Côte d'Azur. et la Côte d'Azur, parce que sa femme était... donc je l'ai accueilli, charmant, demeurant, mais non, Tom Cruise, ça ne me dit rien. Voilà.
Mais peut-être l'a-t-il pris. Alors, une autre question qui nous ramène à des considérations beaucoup plus terre-à-terre. Votre association est-elle en rapport avec le musée Delta d'Orly, où est exposé l'un des prototypes de Concorde? Alors, tu en as déjà parlé un peu de tes relations avec le musée Delta, mais tu peux le redire, parce que là, ça fait déjà un moment, on fait tourner notre public, là. Oui, le musée Delta, c'est ceux qui s'occupent du pré-série français, le 02 ou le Sierra Alpha, au sud à Tismons. C'est une association très courageuse qui, depuis, ça doit faire une petite quarantaine d'années, s'occupe de cet avion qui est en plein air. Et donc, et puis qui a failli être... il a évité la pelleteuse. Ouais, c'est ça. On démolissait les avions à coups de pelleteuse à cette époque-là. Donc la même pelleteuse qui a broyé le prototype de Le Caravelle, qui était sur le parking à Orly, le Concorde à côté a pu éviter grâce à l'intervention de passionnés d'Atis-Mons. Et comme cette année nous sommes le 50e anniversaire de cet avion, puisqu'il a fait son premier vol en janvier 1973 et qu'il y a 50 ans tout juste, il effectuait le Washington Paris-Orly avec 32 passagers VIP. Quand tu dis tout juste, c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le 26 septembre 1973. L'association Atis Aviation Musée Delta organise ce samedi une journée porte ouverte où sont invités tous les passionnés de Concorde. Et l'APCOS sera à leur côté, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel a été votre vol le plus court grâce à des bons vents arrière? C'est une bonne question, ça. Oui, ça, alors, tu as battu des records? Oui, parce qu'on ne le sait pas, mais personne ne le savait d'ailleurs. Mais dans le dernier trimestre de l'année, les vents d'ouest sont plus forts. Et donc, c'est à cette époque-là, qu'en Concorde, on essayait de battre le record, les records officieux. Hein. Oui, bien sûr. Pour un record officiel, il fallait avoir... Alors moi, le mieux que j'ai fait, c'est 3h01, entre décollage et toucher des roues à Paris-Charles de Gaulle. Et on avait tout fait. Moi, j'étais à la radio, c'était Christian Leclerc, le commandant de bord, et on a tout fait. On a négocié C'était un samedi, donc on a décollé en 13, face à la mer. On a négocié direct. Bon, 3h01, c'était vraiment juste. Hein. Mais quelqu'un a fait un peu moins de 2h59 et 40 secondes. C'était Le Chaton. Donc on a raconté ces histoires sur le site, c'est raconté. 2h59, mais alors là c'était vraiment... c'est là qu'on voit d'ailleurs que pour gagner 1 minute sur un vol comme ça, il faut vraiment en faire. Alors pour les PNC... Sans tricher, hein, bien sûr. Oui. Pour les PNC, c'est l'enfer, parce que vous nous retirez 20 minutes de vol pour peu que l'avion soit plein. Ça, c'est le genre de choses... C'est vrai, mais ça se passait toujours sur les vols retour. Est-ce qu'il payait le champagne à l'arrivée? C'était obligatoire, là, il y avait un gage, hein, parce que là, pour les PNC, d'avoir des vols rapides comme ça, c'est juste... mais même sur les vols subsoniques... Jusqu'à négocier, on descendait vers... on avait demandé une arrivée par Dieppe, c'était un peu plus court, et on descend jusqu'à négocier la 09 qui était plus courte que la 10 qui était à droite, quoi. Mais, bon. Et là, quand tu dis 3h01, c'est bloc-bloc ou c'est... Non, c'est... Lâcher des roues jusqu'à... Check, accélération. Mise en poussée. Lâcher des freins, je veux dire. Et poser des roues. Quoi. Parce que D'accord. sinon, on va se mettre à rouler comme des fous. Ouais. Mais au vol retour, il y avait moins de problèmes côté passagers. Oui, parce que les passagers... On sait assez peu. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient prendre la première classe et dormir. Et donc, en fait, il y avait un problème de remplissage sur le vol retour. Parce qu'ils adoraient aller vite à New York et se poser le matin avant le bureau. Pas pressé de rentrer. Et non. Parce que si on se pose à 22h45, c'était le premier horaire, et ensuite ils se posaient à 17h45, de toute façon, la journée retour était fichue. Donc, ils préféraient prendre la première, dormir, arriver à Paris à l'aube, et reprendre une journée de travail classique. Ça, c'est le problème du transport supersonique, c'est pas le problème du Concorde. C'est que dans le sens vers l'ouest, vous posez avant d'avoir décollé. Alors là, tout le monde adore. Hein. On a un sentiment un peu de surpuissance. Le même jour qui recommence. On remonte le temps, c'est extraordinaire. épatant. On rajeunit. Ouais. En revanche, dans l'autre sens,
le dernier horaire, c'était décollage à 8h30 de Kennedy. Déjà, vous voyez, pour décoller à 8h30, Oui. le réveil, il faut le mettre un peu tôt quand Et même. puis se prendre tous les bouchons. Et arriver à 18h Ouais. à Roissy, Ouais. dans les embouteillages. Là, c'est l'inverse. Ça fait une journée interminable. Donc, hein. tous c'est les ça. passagers haute contribution, ceux qui payent plein pot leur billet, eh ben, ils rentrent en première classe. Vol de nuit. Sur un vol classique. Ouais. Voilà. Et c'est une des grandes données du transport supersonique. Je reviens au fait qu'on ne peut pas voler en supersonique ailleurs que sur les mers. Eh ben, on est obligé de voler que vers l'ouest. C'est quand même gênant. Il faut avoir un réseau particulier. Ouais, Très puis gênant. passer son temps à faire le tour de la Terre. Ou alors de faire comme au Paname, à l'époque, la ligne tour du monde. Oui, c'est ça. Mais il y a la Terre entre-temps. hein. Le nez du Concorde. Est-ce qu'on peut parler du nez du Concorde puisqu'on y arrive, Je là. pense que c'est un sujet en soi. Ah ouais. On y Alors, arrive, le là. nez du Concorde. Bon, alors les PNC, vous ne le voyez pas souvent, seulement du sol. Alors, Ouais. mais quand même, il y a des choses à dire. Allez-y. Il y a Alain, tout. tu veux boire quoi? Je vais prendre un verre d'eau pour l'instant. Un ça verre va d'eau aller, ouais, merci. Et puis, Moi, ça va. Ça Voilà. va pour l'instant. Moi, ce sera aussi un le verre. nez du Concorde, il faut savoir qu'Air France en possède toujours un, donc qui est dans le hall du siège d'Air France. Et nez qui a été versé au fonds de dotation, puisqu'en fait, voilà, le musée Air France. Et nous sommes dans la région lyonnaise. Oui. Et il faut dire que le nez de Concorde a été tissé par une société lyonnaise, j'ai oublié le nom, Rocher, un truc comme ça, Oui, bah Rocher, oui, bien sûr. hein. qui faisait les nez de Mirage et autres. Et pour ce faire, ce sont des métiers à tisser, pour tisser des chaussettes, inspirés de Jacquard, Ah au oui. début. Et c'est eux qui ont fait, il fallait une trentaine de chaussettes pour faire le... D'accord. Ah, je savais pas que le. métier à Retourner tisser. le Ah oui. modèle. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est des techniques qui datent de Jacquard Ouais, pour ouais. faire au Concorde. Bah, toute l'ingéniosité, c'est ça, c'est d'avoir eu l'idée de les transposer. Encore une fois. Ouais, c'est ça. Ok, on peut trancher à la fin. Vous avez fini là? Non, non, justement, là, il faut qu'on termine, mais je peux pas mettre le nez tant qu'il n'aura pas fini son dernier sachet. Donc on touche quand même à la fin. L'épreuve se termine. Le petit Louis, désolé, je viens d'arriver. On peut imaginer revoir un avion qui ressemble de près ou de loin au Concorde. Ça a été une partie de la discussion. Un supersonique dans l'avenir, on est plus ou moins dubitatif, même si des projets existent. Est-ce que vous avez évoqué la question qu'on se posait tout à l'heure pendant que vous étiez en pause? C'est une question historique qui a été soulevée tout à l'heure. Est-ce que, à votre avis, Concorde a retardé l'émergence d'Airbus ou a été un facteur accélératif? Je ne comprends pas qu'on se pose cette question parce que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que Concorde je reviens, sorti de la guerre, notre industrie aéronautique, c'est rien du tout. En 15 ans, on revient à un bon niveau. Encore une fois, dans le domaine civil, on a fait la Caravelle, dans le domaine militaire, le Mirage 3, 2 appareils réussis. 60, 62, on donne ce challenge du Concorde, beaucoup d'argent public est desservi, ce qui permet de mettre à niveau l'industrie aéronautique française et même européenne, qui permet ensuite, lorsque le programme Airbus arrive, d'être bien armé pour attaquer le marché. Et on sait la réussite du programme Airbus. Donc ça a été, pour moi, une marche importante qui a permis le succès d'Airbus. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des gens comme Ziegler, comme Pierson. Pierson, qui était à la tête d'Airbus, Pierson d'Airbus. était un jeune ingénieur sous Concorde qui râlait, parce qu'il y a beaucoup de fortes personnalités à Toulouse. Hein. Pierson en était une. Et en Ziegler, jeune un autre. ingénieur, il était connu pour ses coups de gueule. Et il trouvait que Concorde, le programme était mal fait, etc. Ce avion, tout ça. Après, il est devenu gérant d'Airbus. Ça a été un grand monsieur dans le développement d'Airbus. Eh bien, nous l'avons eu en interview, et lui-même nous le dit, sans Concorde, on n'aurait pas pu faire Airbus comme on l'a fait. Donc, non, Concorde a été un moyen, il a été extrêmement motivant. Donc, tous les acteurs de Concorde, je crois qu'on en a eu pour notre argent. C'est-à-dire qu'ils se sont défoulés au maximum pour arriver à faire
de bons produits, de bons composants. Et aujourd'hui, les constructeurs de trains, tous les gens toutes les industries qui sont impliquées dans Concorde sont toujours sur le marché. Mais la question était même plus vaste que ça. Peut-être que alors ceux qui défendent ce point de vue-là se posent la question de est-ce que si on avait lancé un appareil comme c'était prévu initialement, une super caravelle, donc subsonique, qui aurait été quelque part un petit... qui aurait peut-être même été le précurseur de la 300, ou voire même peut-être la 300 avant l'heure, est-ce que ça n'aurait pas été un avantage d'avoir quelques années de plus? Voilà, c'est l'idée. Ah, mais je ne suis pas le seul à oublier mon téléphone. Bon, ça va, c'est rassurant. Ça, c'est la station spatiale, la station internationale qui passe au-dessus de nous, là. Ah, vous avez pour sortir le télescope et regarder Pas sortir le spectre. Il suffit de regarder et puis elle passe. Je me ravis à la regarder. Mais là, c'est la NASA qui m'envoie un petit mail quand elle est à portée de vue de la région française. D'accord. Et qui me dit, à 21h39 aujourd'hui, la station internationale passe. Si quelqu'un va dehors, il va voir arriver. D'accord. Comme il fait beau, là, je pense. Ah ouais. Alors, la super caravelle, d'abord, elle a été faite, puisque la caravelle 12, c'était un peu la super caravelle. En revanche, les ingénieurs français voulaient un supersonique moyen courrier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'optique caravelle. Ils se disaient, nous, on va faire un avion moyen courrier. Et les Américains, eux, comme ils ont fait le 707, ils ont raflé la mise, ils vont faire le long courrier. Donc, on ne va pas les combattre. Et c'est pour ça qu'ils ont parté sur un moyen courrier. Et quand on a signé en 62, le projet, c'était de faire 2 Concorde, un long courrier et un moyen courrier. Au bout d'un moment, les Anglais ont emporté l'adhésion de tout le monde, on fait qu'un long courrier. Mais la Super Caravelle était un avion supersonique moyen courrier, et c'était un projet aussi fou que le Concorde long courrier, quoi. Enfin bon, Et c'est un débat d'historien, hein. si je cite Alain Perfit, qui a écrit des mémoires sur De Gaulle ne voulait pas forcément un supersonique, il voulait un grand projet. Mais puisque c'est Concorde qui a été décidé, il a dit, puisque les Anglais acceptent de le faire, faisons un Concorde. Mais je pense qu'avec un grand projet subsonique, il n'y aurait pas eu le même engagement de tous les acteurs. Ça fait pas rêver autant, c'est ça? Mais c'est extraordinaire. Air France, par exemple. Air France ne voulait pas de Concorde. C'est-à-dire les responsables, les sachants, les financiers, ils avaient compris qu'on ne pouvait pas... donc ils ne voulaient pas. Il a fallu un coup de téléphone de Pompidou à Galichon pour lui dire « vous allez signer hein ». Et ils ont signé dans la semaine. Mais une fois que ça a été... Ça, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Brodin qui était aux ventes Concorde. Le jour où ça a été fait, tous les gens d'Air France ont été à fond pour Concorde. Donc, il ne faut pas confondre la décision de sagesse, de raison, et puis la décision de cœur. C'est exactement la même chose. Sur la décision, on peut tous penser, on est tous un peu schizo en disant mais faire un Concorde, c'était fou. Mais on a tous été très heureux, des passagers aux navigants, à voler sur Concorde. Vous avez parlé de la fin d'exploitation pendant que tu t'en poses, ou on peut en parler de la façon dont... Alors déjà, premièrement, les raisons réelles de l'arrêt, c'était plus ou moins programmé, si je me souviens bien. Il y a eu des dates de données, ça avait été peut-être un petit peu accéléré. L'accident a évidemment joué un rôle. Comment ça s'est passé? Comment ça a été annoncé aux équipages? Et comment ça a été perçu dans la communauté Air France et dans la communauté Concorde à l'époque? Alors, donc il faut bien voir que la reprise a été décidée par Jean-Cyril Spinetta qui ne voulait pas arrêter l'exploitation de Concorde sur un accident et sur un drame. Donc il a mis en œuvre assez tôt, puisque l'accident a eu lieu en juillet. On a de mémoire, parce que j'ai conservé les documents, je crois que c'est en avril d'après où on a décidé qu'on a su qu'on revolerait. Il a fallu le temps, et puis le pneu arrive, que le pneu Michelin arrive. Là, les gens ont dit on est sûr, parce que sans le pneu, c'était pas gagné. Et donc la reprise a eu lieu. L'inconvénient, c'est que dans l'intervalle, justement Air France avait créé ce vol Air France 022 et en fait les clients ont pris d'autres habitudes, quoi. Très vite, ils sont basculés sur autre chose. Et ouais.
très vite. Donc, à part les premiers temps, assez rapidement, on a eu des remplissages qui étaient vraiment catastrophiques. Hein. Je ne les ai pas pris là parce que je notais tous mes remplissages de tous mes vols, etc. Mais moi, j'ai fait des retours ou des allées, enfin surtout des retours, avec moins de 10 passagers sur Concorde, hein, sur 100. Hein. Alors, j'en ai pas eu tout le temps, mais j'en ai eu quand même. Donc, en fait, voilà, l'exploitation est devenue très, très compliquée, très coûteuse. Donc, oui, Et donc, rentabiliser un vol avec 10 passagers... C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et donc, derrière, la décision de limiter cette exploitation a été prise pour caler ça sur la fin du mois de mai, hein, puisque le mois de juin était consacré au convoyage. C'était la fin du mois de mai qui était ciblée. Alors après, dans la dernière partie, donc schématiquement dans les derniers mois d'exploitation, a été offert la possibilité à des clients de découvrir Concorde, donc sur un des tronçons, à des tarifs je me souviens de cette défiant toute concurrence, une fois que l'arrêt était programmé et annoncé. Et donc là, de nouveau, ça s'est rempli. Mais alors là, pour le coup, ça s'est rempli, mais pas avec une clientèle classique Concorde. C'est ce que j'allais dire, c'était plus du tout la même clientèle. Là, c'était les passionnés. Les passionnés qui venaient dire au revoir. Exactement, qui voulaient faire un tour qui- super. C'était pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes clients, donc ça c'est devenu un petit, même peut-être, je sais pas peut-être, c'est sûrement pour nous ça a été compliqué parce que au fond c'était un avion très très étroit. Les habitués, les gens qui voyageaient, comment dirais-je, de manière classique, restaient à leur siège, ne bougeaient pas pendant le service, etc. Et là, dès qu'on a accueilli ces clients, ce qu'ils voulaient voir, c'était faire le tour de l'avion, découvrir. Mais en plein service, ça passait pas du tout. Donc les derniers mois d'exploitation ont été compliqués en fait en cabine en tout cas à mettre en œuvre parce que c'était une clientèle. Vous faisiez des vols un peu particuliers aussi, des boucles. Il y avait des Oui, boucles. oui. Oui, Donc c'était pas le même service non plus. Non, les boucles c'était des services très très légers avec un passage de canapé et une coupe de champagne. Donc c'était un service au plateau, voilà. Et là pour le coup, la boucle durait. De mémoire, on faisait ça, 2 heures, 2 heures et demie, on faisait un tour en supersonique. Ça dépend, il fallait 1h30 pour faire Mach 2, parce qu'il faut le temps de sortir pour faire parce qu'on ne peut pas faire un virage en manche à Mach 2. Donc c'était soit 1 heure et c'était subsonique, soit 1h30, on pouvait faire Mach 2. Ça... Mais l'arrêt n'a pas été programmé. Hein. La volonté, ça a été de remettre l'avion en vol. Ça, tout le monde voulait le remettre en vol sans trop s'inquiéter de données techniques. Quand l'avion est reparti, il faut dire ce qui est. Les passagers habituels, ils ont eu la trouille. Ils ont trouvé effectivement Air France 022, mais ils ont vu surtout les flammes de l'accident. Et donc, les hautes contributions ne sont pas revenues. Donc, Air France, comme British Airways, a été obligé de réduire très fortement la recette pour arriver à remplir un peu. Parce que de mémoire, Concorde était à 65% de coefficient de remplissage, ce qui était pas mal, hein, avec un aller relativement plein et une diminution de recette au retour. Et là, la recette a craqué. Et même les Anglais qui nous snobaient, hein, parce qu'ils disaient... Nous, on gagne de l'argent avec Concorde et vous êtes pas très fort. D'ailleurs, vous faites à peu près la moitié de nos heures de vol et ils avaient raison d'ailleurs. Hein. Eh bien, même les Anglais ont été obligés d'arrêter par problème financier, quoi. Alors ça, c'est la raison vraiment fondamentale. Mais il faut savoir que quelques mois avant l'arrêt, il y a eu la panne le déroutement sur Halifax, là. Il y a eu un Concorde de chez nous, encore une fois, qui a eu une panne moteur en vol. Et puis, le mécanicien a bien fait son travail et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il perdait du carburant. Donc, il a dit, vous savez, on peut, en faisant les sommes, on appelle ça J plus T moins D, en suivant son carburant, on peut savoir si on est en train d'en perdre en faisant les comparaisons. Il a dit au capitaine, on n'ira pas à New York, là, ils sont déroutés à Halifax. Et quand ils ont vu cet accident qui était vraiment anachronique, c'est-à-dire c'est des incidents qui peuvent arriver sur des avions dans les années 70, mais c'est impensable en l'an 2000, quoi. Là, il faut le dire, les autorités, le constructeur, tout le monde a dit, bon écoutez, il faudrait peut-être arrêter. Et là, les compagnies ont dit oui, de toute façon, on perd de l'argent. Et c'est pour ça aussi qu'Air France a arrêté sans tarder. Donc, dès mai,
alors que les Anglais sont allés jusqu'à octobre. Octobre. Il y a une question là d'exploitation. Un Concorde de secours restait-il à JFK en cas de panne sur la rotation? Oui, ça c'est parce qu'on avait trop d'avions. Oui. Et oui. On dit souvent, moi, Concorde, ça a été l'exploitation supersonique, même sur New York, c'était une niche. À tel point que nous avions 7 avions. Moi, j'en ai jamais vu plus de 4 en opération en même temps. Et donc, ça a été la demande de New York à dire, attendez, plutôt que l'avion soit à New York, sur le parking à Paris, eh ben, vous faites en sorte que l'équipage arrive avec un avion, il reprend son avion le lendemain. Ce qui fait qu'il y a toujours un avion en réserve. J'espère, ouais. Et ça a permis de garantir la régularité des vols, ce qui est un élément très important pour la clientèle. Ouais, c'est sûr, pour La cette clientèle, elle clientèle-là. veut aller vite, mais si possible, à l'heure. Et donc, on a fait ça parce qu'on était incapable d'exploiter 7 avions simultanément, comme les Anglais. Hein. Les Anglais, ils ont fait un peu mieux. Ils ont plus exploité leurs avions, mais pareil, la flotte était largement surdimensionnée. Et alors, pour illustrer tout ça, ça m'est arrivé à Roissy, pas à bon, JFK, ça. mais lorsque ça, c'est très bon. Ça colle au doigt, mais c'est bon. Ça me hein. rappelle le Ça- Saint-Genis de mon enfance. C'est une spécialité locale aussi, Ah, hein, ça. de la région lyonnaise. Pour ça. parler 2 minutes, hein. Si tu veux flatter ton futur sponsor. Mon boulanger, Et donc, il m'est arrivé d'être contraint de prendre l'avion de réserve qui était à côté. Parce que lorsqu'on avait une panne, on avait toujours un avion de réserve à côté. Et il est arrivé de décider de transborder tout le chargement hôtelier dans l'avion d'à côté et de n'embarquer les passagers que dans l'avion d'à côté. Donc là, on prenait du retard, naturellement. Mais malgré le retard, on arrivait malgré tout en avance par rapport au vol subsonique, hein, parce que le subsonique mettait facilement 4 heures de plus, si c'est pas plus. Donc il m'est arrivé, là, dans ces cas-là, tout le monde s'y mettait. C'est-à-dire que les PNC aidaient le chargement à transborder toutes les prestations. Les PNC des réserves, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous aidaient à transporter tout dans l'avion d'à côté. Les 2 avions étaient parqués à côté l'un de l'autre. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de changer d'avion comme ça. Mais j'ai pas de souvenir particulier. Non. Ouais. Bah, petite parenthèse que je ne peux m'empêcher de faire. Vous avez peut-être connu mon oncle, donc Pierre Maréchal. Oui. Ouais, tu l'as vu. Oui, Pierre Maréchal, j'étais avec lui à l'aérodrome des Bains. On faisait nos premiers vols ensemble à Grenoble. Hein. Il disait à gamin qu'il voyait le Oui, Concorde Pierre dépasser Maréchal, on s'est par-dessus. connus, on était gamins, avec Monique Charrois, notre monitrice, à l'aérodrome des Bains, qui maintenant est couvert, a été rasé au moment des Jeux Olympiques. Et puis je l'ai retrouvé quelques années après, Air France, je crois qu'il a été une promo, 1 ou 2 après moi, à l'ENAC. Ah oui, j'ai bien connu Pierre Maréchal, oui. Donc qu'est-ce qu'il arrivait que le Concorde dépasse les 47 et que les deux se voient l'un l'autre? Moi, je travaillais en cabine, donc je voyais rien forcément dans l'intervalle. Là. Puis visiblement, Oui, c'était pas se tourner Non. les pouces. Non, voilà, on va dire comme ça, ouais. Prosaïquement. On avait le temps de respirer, de boire un verre d'eau et on arrivait. Non, mais je pense que Pierre Maréchal devait s'intéresser à ça. Donc il avait dû voir la PPV qui partait sur une route, donc il guettait le Concorde. Quoi. Ouais, Donc ça. en guettant, il le voit passer. Bien sûr. Oui. Mais moi je me souviens d'Édouard Chemel, capitaine Concorde, et quand on était en vol, il y a des fois le contrôle aérien, il demandait aux avions leur Mach, leur nombre de Mach. Ah oui. Alors Air France machin, quel est votre nombre de Mach? Alors l'autre répondait Mach 0,82. Et Édouard me regardait, il me disait quelle misère. Oh, quelle C'était arrogance. drôle. C'était drôle. Non, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Je l'ai croisé, il a écrit des bouquins sur, Oui, oui, sur, il a écrit sur des- Concorde, bien etc. sûr. Je l'avais croisé à Toulouse il y a quelques années. Il y avait beaucoup de facondes et de. Non, mais il y a eu des sacrés personnages dans le secteur Concorde. Il y a eu des gens. Bah, déjà, le commandant Marty, qui a disparu dans le crash, était quelqu'un qui avait une personnalité Oui. visiblement assez marquée. Son copilote était pareil. Jean, ouais. Moi, je n'en sais que ce que j'ai lu sur eux, puisque je les ai jamais rencontrés, mais c'était des gens qui avaient des engagements, qui étaient
Christian Marty, il était Introverti. oui, il était plus introverti. C'était quelqu'un qui Un grand sportif. c'était Ouais, un ça grand va. sportif avec aussi une approche un peu mystique du sport. Hein. C'est lui. Un jour, un copie va avec lui à New York et puis il lui dit tu vas faire du footing demain je peux venir avec toi? Oh, je sais pas. Puis le lendemain, il lui dit t'as bien fait de pas venir avec moi, j'ai fait un semi-marathon ce matin. Quoi. Ah ouais, il a commencé à courir, il s'est pas arrêté. Le tout associé à des graines et des choses, c'est quelqu'un de très. Non, mais bien sûr, ben, souvent dans les navigants, il y a des fortes personnalités. Justement, est-ce que dans les différents secteurs que vous avez fréquentés au cours de votre carrière, c'est sur Concorde que vous avez rencontré les plus gros caractères ou pas? Non, non. Non. Non, mais c'est aussi pour la raison que je disais tout à l'heure. Quand on est des groupes de 10, ben on finit par se connaître, on fait attention. Et souvent, les gros caractères, les gens un peu dans un cockpit qui sont un peu... c'est qu'ils sont pas très à l'aise. Ils sont un peu... Donc, quand ils ont compris, quand ils vous connaissent, quand ils ont compris que vous êtes là pour l'aider, pour que tout marche au mieux et que... Eh ben, ils sont... Moi, j'ai pas souvenir sur Concorde s'il y avait... il y en avait un ancien, là, je ne vais pas donner de nom, mais qui était un peu... Mais voilà, mais Non. au bout de moment, tout le monde se calmait. Tout le monde se calmait parce que on se connaît, voilà. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu es en train de monter là, Fred? Parce Moi, que c'est ça la ressemble à rien. C'est le... En fait, c'est la... Je sais pas, il y a un truc. Ah non, c'est le truc qui va faire que ça va rentrer le train. Ça va être à la queue. Moi, je suis bêtement le plan. Tu as raison. Et, enfin, bêtement. Des fois, t'as un peu de mal. Non, on avait compris que vêtements c'était une expression. Non, c'est la réalité. Non, parce qu'en même temps, j'écoute parce que je connais pas bien l'avion, je connais... voilà, et ça... puis c'est une histoire qui est passionnante. C'est l'histoire quand même d'un truc qu'on a réussi, techniquement, qu'on n'a pas réussi à vendre. Tu veux dire le montage de la Le Concorde tout court. en Lego? Non, mais on n'a pas réussi à le vendre. C'était compliqué de le vendre Mais aussi. pourquoi on n'a pas réussi à le vendre? Parce que, alors, je sais pas trop le truc, mais je sais qu'au moment où ils lancent la production, ils savent que de toute façon, ils iront pas au-delà de la vingtaine. Nous, on a enregistré des gens des ventes. En 73, ils nous ont dit, on savait qu'on ne pourrait pas placer de Concorde. Invendable. Bon, il est vrai qu'il y avait, depuis l'année d'avant, en 73, c'est là que les Américains ont sorti la... Non, le pétrole est arrivé après, fin 73. Mais dès le milieu 73, avec l'interdiction de survol des terres, et plein d'autres causes, ils savaient donc c'est un avion invendable. Malgré tout. C'est pour ça que les compagnies Air France et BOAC, puisque c'était la BOAC à ce moment-là, n'en voulaient pas. Mais comme c'était des compagnies nationales, eh bien, ils les ont... Pas le choix. Elles n'ont pas eu le choix. Mais je sais que les derniers Concorde qui ont été vendus à Air France, c'était un prix ridicule. C'est ça. Oui, non, bien. Un franc symbolique. Ouais. Air France en a acheté 4. Le prix d'un 47, légèrement pareil, quelques 10-20% plus. Et les Anglais, 5. Et puis comme il en restait... Donc il y en avait 14 à vendre. Donc Air France en a eu 3 pour 1 franc. 3 francs. Et puis les Anglais, 2 qu'on leur a effectivement donné pour une livre symbolique. Mais il est faux de dire que les avions ont été donnés, puisqu'il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été achetés. Et il est faux de dire non plus qu'ils ont été achetés, puisque certains ont été donnés. Voilà, donc c'est pas du vert, mais c'est quand même la couleur de l'herbe. Moins cher que le Lego, oui, tu as raison. Voilà.
Oui, finalement, Ça, est-ce que... Non, quand même, on va pas Bon, dire alors, que Lego va se faire plus de chiffre d'affaires que l'aérospatiale avec le Concorde, quand même. François Simulateur qui demande des anecdotes techniques sur le train avant très reculé du Concorde. Ça, c'est le pilote qui va nous répondre. C'est dur pour prendre les virages. Non, mais sur le proto, sur les premiers essais de roulage, ils avaient mis une caméra. Ils se sont dit, on ne va jamais arriver à tourner correctement avec la roue qui est 15 mètres derrière. Et puis au bout de 2-3 roulages, ils ont dit non, ça ne sert à rien. On peut faire ça. Ils sont habitués. On peut faire ça sans caméra. Oui, non, c'est une habitude à prendre, c'est comme tout. Ah oui, mais c'est pour l'assemblage final. Ok. Ça fait plus bateau de croisière Costa que de marché de Concorde. Ah, ils vont être contents chez Costa. Ah, on a encore grillé un sponsor. Alors, non, je pense plus au braquage et le fait que le pilote est loin devant. Sur ces histoires de train d'atterrissage, quand ils ont fait le premier 747, Waddell avait fait faire un espèce de chariot avec une cabine de 747 très haute pour s'habituer au roulage, mais finalement elle est très très peu servie. Est-ce que c'est pas un peu le même symptôme sur le Concorde? On se dit la roulette elle est loin derrière, ça va être une horreur à guider, puis une fois qu'on est dedans, Exactement, exactement. Ça fait partie des règles de l'art, de savoir rouler un avion, d'avoir conscience d'où se trouvent les roues et de tourner en fonction de ce que l'on voit. Non, c'est pas un problème, effectivement. Aussi bien pour le 47 que pour le Concorde, ils ont eu des craintes au début, mais elles ne s'avèrent pas fondées, quoi. Il y a pas de... C'est comme un conducteur de train, il faut qu'il sache que son train fait 300 mètres de long et que le panneau de limitation de vitesse est jusqu'à la fin du train. Et lui, il sait s'il a une ou deux rames de TGV. Et puis Je dis ça parce qu'il y a un conducteur TGV qui me l'a dit un jour. Mais c'est la même chose. C'est ce que j'appelle les règles de l'art. C'est le boulot. Avoir en tête le gabarit de son engin. Lui, le gabarit sur un train, c'est la longueur du train. Et le gabarit sur un avion, c'est voilà, je suis pas avec un Jodel, quoi. Je suis avec un avion qui mesure tant. Au roulage, pas de difficulté particulière. Non, la roulette braquait bien. Et puis même, j'ai pas souvenir, parce qu'il y a des avions, la roulette braque bien, mais si on braque à fond et puis qu'on n'a pas assez d'élan, il s'arrête à demi-virage, là, avec la roulette braquée, et puis on est obligé de mettre des gaz, enfin, c'est pas... Non, j'ai pas souvenir de difficultés. Moi, j'ai le souvenir d'une anecdote moi, avec ça. C'est que en fait, le nez du Concorde est tellement long que lorsqu'il y a des véhicules dessous qui sont à l'arrêt, j'ai vu un jour un pilote mettre le nez du Concorde au-dessus de la voiture comme ça, tu vois. Ah ouais. Je t'assure que ça lui a fait drôle, je pense. En fait, il était là avec le truc comme ça. Faut pas qu'il abaisse. Une éclipse de soleil. C'était à New York, c'était rigolo. Ouais. Donc c'était un Flyco, je sais pas quoi là, tu vois. C'était très très long. Ouais. Donc il va ressembler à ça. Ah bah voilà. On a quelques pièces à mettre là qui sont là. Ok. Et puis donc ça, moi c'est la partie qui va se greffer à l'arrière, c'est la pointe arrière ça en fait. C'est ça, ouais, d'accord. Ok. Oui c'est ça. Et, Ah oui, elle est habillée parce qu'il y a... un cartel, un truc là. Oui, ça doit être ça. Oui, ça voilà. Et après, assemblage final, et puis Décollage. on mangera l'antenne donc demain matin, après le café, parce qu'il faut qu'on débriefe le montage, il faut qu'on termine les boissons. Oui, alors moi j'avais une question sur l'installation du TICAS dans Concorde. Ça a été assez spectaculaire, j'imagine. C'était un prototype d'A320 aussi que vous avez utilisé. C'était le proto. C'était l'A320-01. C'était comme c'était les premiers TICAS. Il était demandé de faire des essais grandeur nature. Les TICAS, je rappelle, c'est le trafic collision avoidance, système le système d'anti-collision. Alors ça se fait plus maintenant parce qu'on sait que... Mais c'était pour juger, puisque c'était un nouveau système, il nous fallait... et moi j'ai été sur ce programme, donc je devais m'assurer
que l'alarme arrivait correctement, qu'elle était lisible et que la pilotabilité de l'avion était bonne. Donc j'ai fait ça même sur le 47 d'Air France, sur toutes les Airbus. Et sur le Concorde, on a fait ça, des face-à-face avec le 320. Sur des trajectoires conflictuelles. Trajectoire, donc on était guidé radar par le CEV en face-à-face, même altitude. Bon, là, évidemment, par beau temps, donc il fallait qu'au moins un des avions annonce le visuel avant qu'on se rentre dedans, quoi. Mais ça s'est bien passé parce que le TICAS, c'est un système vraiment tout à fait bien calibré. Et quand d'abord, il annonce, il donne l'information, donc on voit arriver l'intrus. On le voit, l'information devient ambre, c'est-à-dire ça devient plus dangereux, puis il y a un TICAS, et puis il y a un moment, si on continue à se rapprocher, il y a un ordre d'évitement, donc là il fallait... Ouais. Le gros problème sur Concorde, ça a été l'antenne, parce qu'il fallait faire une nouvelle antenne TICAS, une nouvelle antenne transpondeur, je me souviens, elle était assez... grosse, qui résiste aux températures, à tout. Donc, c'était l'enjeu. Ça a été difficile. Puis caser l'instrument dans ce cockpit où on ne pouvait plus rien mettre, quoi. Donc ils ont réussi à mettre un tout petit... Parce que d'habitude, sur les avions entre guillemets normaux, le TICAS était mis sur le vario, sur l'indication verticale. Sauf que là, sur le Concorde, l'indication verticale, c'est un bandeau. Donc ils ont rajouté un petit variomètre là, tout bête là à côté. Et puis on l'a fait inhiber en supersonique parce que là il n'était pas sain qu'il y ait des ordres d'évitement sur la trajectoire transsonique. Donc voilà, mais en subsonique on a fait tous les essais, ça marchait bien, ça fait un beau vol, un long vol d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'en supersonique, vous n'aviez pas de protection anti-casse ? Non, ni en transsonique. Parce que le problème du transsonique, c'est qu'on part en accélération sur une trajectoire bien déterminée en vitesse et en altitude. Et si on la quitte, eh ben, on se retrouve entre deux... On ne peut plus accélérer, l'avion il ne sait plus accélérer. Enfin, donc l'idée, c'était de dire, on est quand même dans une analyse de sécurité, quoi. Où elle risque de trouver, effectivement, on peut toujours à cette altitude-là, quoi. Voilà. Et la demande avait été faite aux autorités en disant il est plus dangereux de quitter la trajectoire, parce que l'autre avion on part aussi dans l'idée que le système, tout le monde est équipé d'un TICAS, donc l'autre avion, il va avoir un ordre d'évitement. Mais Concorde ne l'aura pas. Ben, il vaut mieux que Concorde reste sur sa trajectoire de montée, sinon... Ah oui, d'accord, compris. C'était donc à l'autre, c'est un cas où c'est à l'autre d'éviter. C'est aussi une décision à prendre dans l'optique que tout le monde est équipé TICAS, ce qui était le cas, puisqu'il devenait obligatoire à la fin de cette année-là, qui devait être 93. 93, oui. Une question de François Simulateur qui dit info ou intox, Concorde sortant de visite, testé 100 passagers à 120 tonnes, grimpait à 15 000 pieds minutes, histoire de tester les performances et les systèmes de protection opérationnels, peut-être ? Non. C'est un non négatif. Non, Mais non. Non, mais en sortant d'abord visite, il faut savoir quelle visite. Hein. Je ne sais pas s'ils pensent... Les grandes visites, il y en a eu... tous les avions d'Air France ont eu droit à une grande visite. Une fois qu'on a fait une grande visite, il y a deux vols de réception. Oui, c'est du niveau vol de essai réception. Un vol subsonique et après un vol supersonique qui sont faits sans personne dedans. Alors là, les perfos, elles sont ce qu'elles sont, hein, mais... Et le vol supersonique doit rester une demi-heure à Mach 2 pour s'assurer que l'avion il chauffe et que bien qu'il chauffe, les tuyaux pètent pas, quoi. Alors, ces vols-là étaient effectués par des vrais pilotes d'essai ou c'était des pilotes d'Air France qui étaient habilités à faire les vols de réception ? Voilà. Et qui avaient une formation particulière ou c'était des pilotes expérimentés ? À cette époque-là, c'était des pilotes désignés, quoi, qui étaient souvent des cadres de division. Depuis, on a mis en place, depuis
90, on a mis en place un système où au moins ces avions qui font ça sont sous contrôle essai-réception. Et ça, c'est vital, parce qu'en essai-réception, vous déposez un plan de vol essai-réception et toute votre trajectoire, vous êtes libre de la faire. Le contrôleur fait la coordination avec tous les autres trafics militaires ou civils. Le contrôleur d'essai Oui. ne dirige pas l'avion, mais Non. se coordonne avec les autres entités de contrôle aérien pour Voilà. laisser l'espace libre. C'est ça C'est son ça. job? C'est ça. D'accord. En fonction de la trajectoire qui a été prévue dans le cadre des essais avec des Voilà, marges bien de sûr, sécurité. il a été briefé avant sur le profil de vol qu'on va utiliser. Et lui, il fait de manière à ce qu'en essai en vol, c'est valable pour tous les avions en essai en France. On a un système, une circulation essai-réception qui est vraiment très performante. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de livraisons Airbus. Bien sûr, voilà, bien sûr. Dans la région de Toulouse, c'est... Et donc, l'équipage d'essai se polarise sur le point d'essai qu'il a à faire. Il n'a pas à se préoccuper de... Mais avant, il faut avoir bien briefé le contrôleur pour qu'après, en vol, il comprenne exactement et bien suivre, bien sûr, ce qu'on a prévu de faire. Et ça s'est mis en place en 90, parce qu'avant, il faut savoir qu'il y avait des 747 qui faisaient des basses vitesses dans les airways, parce qu'ils étaient sous plan de vol général. Sortie de visite, il fallait qu'ils fassent une basse vitesse, mais ils faisaient leur basse vitesse au milieu de l'airways. Alors le contrôleur, il gueulait, parce qu'il voyait tout d'un coup un avion qui ralentissait. Puis derrière, Donc, ça se et klaxonnait. puis voilà, et puis c'était pas safe. Donc depuis 90, tous ces vols se font sous circulation essai-réception, et c'est vraiment un atout formidable. Alors François Simulateur qui nous confirme qu'il a eu l'information par Machawan et Delorme qui m'ont dit avoir fait de telles performances. J'ai voulu son avis. Avec aucun passager à bord, je le redis. Oui, c'est possible. Hein. Oui, mais je vois qui c'est, François. Ah. Mais il a raison, François. Si l'avion, les tests se font sans passager à bord, bien sûr. Bien sûr. Et effectivement, Là, c'est la performance brute. le Vario, voilà. il est ce qu'il est. Donc oui, 15 000 pieds minutes peut-être. Ben Moll qui nous précise effectivement le contrôleur d'essai et réception dégage les trafics qui risquent d'interférer avec le travail en cours. C'est le seul contact des pilotes dans ce cas. Il me semble que les contrôleurs d'essai sont formés aussi à l'EPNER comme les Oui. pilotes d'essai, hein, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années, oui. C'est ça. L'EPNER, donc, qui est l'école du personnel navigant d'essai et réception. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre. Si, c'est mais ça, exactement, l'EPNER. Donc, qui est à Istres. À Istres. Donc, vous avez fait l'EPNER Oui. en tant que pilote d'essai. C'est un diplôme, une qualification aéronautique officielle. C'est Oui. un titre. Tout à fait. En France, c'est une licence. Dans certains pays, c'est une qualification qu'on impose à sa... Parce qu'un pilote d'essai, normalement, c'est quelqu'un qui a une expérience quelque part et il rajoute l'essai-réception dessus, quoi. Hein, un pilote de chasse devient un pilote. Mais en France, c'est une licence. Et alors, elle offre des prérogatives Oui. plus larges que la qualification de commandant de bord ou de pilote, enfin de la licence de pilote de ligne. C'est quoi? C'est des durées, c'est la possibilité de monter de piloter un avion dont on n'a pas la qualification de type, c'est ce genre de prérogatives. Tout à fait, dans le cadre d'essai. Déjà, si vous voulez, vous avez un avion en essai, c'est-à-dire un avion en essai, c'est un avion qui a quelque chose, une partie, ou tout, qui est nouveau, qui n'a jamais été... Vous changez les moteurs, et ben, il vous faut un pilote d'essai pour les tester. Donc, pour un vol d'essai, pour être commandant de bord d'un vol d'essai, vous devez avoir une licence pilote d'essai. La licence pilote d'essai, vous êtes commandant de bord sur l'avion, vous l'avez peut-être... Enfin, vous l'avez jamais vu. Vous avez le droit de faire tout ce qu'il faut pour vous former sur cet avion, mais c'est vous qui décidez du niveau de formation qui vous va. Vous êtes... alors, c'est à vous de savoir. Vous volez sur un avion en équipage A3, ben, si vous ne savez pas démarrer les moteurs, c'est pas grave, parce que vous avez un mécanicien. Donc, vous devez savoir ce qu'il vous faut pour faire votre essai. Non, il n'y en a pas là. Et faire en sorte que l'équipage fonctionne s'il y a des choses que vous ne savez pas dans le cadre de l'essai. Moi, je me souviens d'une fois, j'ai eu la chance de voler sur Falcon avec Hervé Le Prince Ringuet, un pilote un type charmant d'ailleurs, qui était sur avion d'affaires à ce moment-là, puisqu'il terminait sa carrière.
on était un peu bousculés. Il y avait une opération à faire sur le Falcon 50. Moi, il m'a dit, je te le démarre et tout, je te l'amène en bout de piste, quoi. Voilà. Et après, moi, je faisais le reste. Mais on savait parce que j'ai pas besoin, pour tester un système de navigation, de savoir démarrer l'avion. C'est pas... Donc, c'est un monde un peu particulier. Mais encore une fois, dans le domaine essai. Généralement, on n'a pas de problème de carburant, on n'a pas le problème de météo, on n'a pas de problème d'horaire. On est là pour tester quelque chose de bien particulier. Hein, c'est pas un pilote opérationnel en ligne, il faut être pilote de ligne. Dans la chasse, il faut avoir le brevet. Hein. Chasseur. Alors, un petit point d'avancement du Lego, on en est où? Alors, on vient de finir le fuselage, on va installer la dérive. Elle est là. Alors, regarde. Mais pourquoi il est collé, le pied, là? Ah oui, c'est voulu, d'accord. C'était pour pas que tu le déplaces le ventre. Ah ouais, t'avais peur que je fasse encore une maladresse. Tu peux dire qu'il reste... Il reste, il va la dérive, et puis on va demander à nos invités de mettre eux-mêmes, de brancher le cockpit sur le fuselage. Alors, il va me rester encore. Et puis on fera la finition après. En attendant, une question marrante, est-ce que Pierre ou Alain ont volé sur le Concorde aux couleurs de Pepsi? Pierre, toi, C'était un Air France? Ouais, c'était un Air France. D'accord. Alors, non, François, non. Parce qu'en fait, c'était un vol spécial. Et pour les vols spéciaux, on sollicitait les PNC pour les récompenser en quelque sorte. Enfin, là, il faut l'écarter un peu, non? Il faut enlever ces deux pièces-là. Voilà. Oui. Il faut enlever la pièce, voilà. On branche. Et voilà. Oui. Tu veux un coup de main? C'est bon. Hop. Voilà. Et celle de l'autre côté. Et on met celle de l'autre côté et c'est verrouillé. Il n'y a plus qu'à faire quelques finitions, mais on a un Concorde qui commence à ressembler. Mais la dérive qu'on voit l'allure que ça. Alors, c'est ma grande spécialité, hein, les dérives de Concorde sur Lego. Alors, Attends, avance-le un peu. Ouais, devant, c'est bon. c'est bon? Ouais. La suite de... Bah, Voilà. Voilà. Incroyable. Super. Eh ben... Ouh. Presque bien. Alors il reste quelques pièces, il nous reste une vingtaine de pièces à mettre et puis le poser sur le pied. Ça prend de la place. Hein. Et, Oui, c'est assez volumineux. bon, finalement, pour la garde du petit, on va pas se battre parce que dans mon appartement parisien, je sais pas où je vais le mettre. Alors, le alors pour Concorde terminer Pepsi. sur le Concorde Pepsi, c'était un vol spécial. Donc en fait, on a sollicité des PNC Concorde, hein, naturellement, qu'on voulait récompenser, qu'on pensait adapter en fait à ce vol-là. Et donc, moi, mon rôle, c'était de les solliciter et de les mettre sur le vol. Mais non, j'ai pas volé sur le Concorde Pepsi. Je l'ai regardé et je l'ai pris en photo, mais j'ai pas volé dessus. Ouais, en fait, c'est un Concorde qui pouvait pas passer le mur du son, en fait. Hein. Parce que leur vêtement, en fait, qui était dessus, c'est ça, exactement. Donc, en fait, il avait une contrainte technique, il ne pouvait pas passer le mur du son. Mais le vol spécial était pour le Moyen-Orient de mémoire. Donc, en fait, il a fait qu'un vol? Non, il a fait une tournée. Ouais, mais je crois, il n'est pas allé aux États-Unis, hein, je pense pas. Hein, Non. Mais il est resté au Moyen-Orient. Il est resté au Moyen-Orient pendant un certain temps, Avec avec cette contrainte de ne pas pouvoir passer le mur du son, etc. Alors ça, Mais il a marqué les je gens. pensais Ouais. qu'il pouvait... Ah, je crois pas. Je pensais qu'il pouvait, mais pas longtemps et pas loin, je ne sais pas combien il avait. Question de Franck. Du coup, s'il restait en subsonique, il avait plus de distance franchissable? Non. Ah non, justement. Ouais. En subsonique, on ne peut pas aller à New York. Ouais, ça traîne trop. C'est un avion qui a été optimisé pour le vol supersonique. Et ils ont tellement optimisé le vol supersonique qu'en subsonique, on ne fait pas l'étape, quoi. C'est la différence entre un pilote supersonique civil et militaire. Le militaire, il n'a qu'une hâte quand il est en vol supersonique, c'est que ça s'arrête, parce qu'il voit, il voit les débitmètres qui défilent. Alors que le pilote civil sur Concorde, il n'a qu'une hâte, c'est de passer en supersonique, d'être au-dessus de tout le monde et de moins consommer, finalement. On va y arriver, on va y arriver. Ben voilà, encore une bonne réponse. On a bien fait de poser la question. Merci Franck. Je mets la dernière pièce. On met les dernières pièces. C'est la dernière, celle-là? En point d'orgue. Ça, il reste ça à mettre. Non, c'est pas la dernière pièce. Non, il reste celle-là à mettre. Alors attends, c'est une des parties que j'ai faites. Oui. Non, mais ces pièces-là, je ne pouvais pas les installer tant qu'on n'avait pas assemblé l'avion. Et donc, on est à l'antenne depuis combien de temps? Combien de temps on a fait pour monter? 5 2 jours, 5h30 pour le monter. Ah oui. Pas que pour le monter.
À quoi servait la pointe arrière? Bah, c'était pour... ça, c'était une vanne. Mais c'est quand ils ont agrandi le réservoir arrière, la pointe, pour une raison aérodynamique, a été prolongée. Et, est-ce qu'on voit différemment les étoiles filantes en Concorde car on vole plus haut? Ça, c'est la question poétique. Plus haut que les étoiles filantes. Non, mais non, on vole plus haut et est-ce qu'on les voit différemment que quand on est au On sol? volait de jour, donc tu as volé de ciel, nuit toi ou pas? Le ciel est différent, le ciel est bleu nuit, quoi. Mais les étoiles filantes, non. Et ce que Moi, t'avais j'ai en jamais tête. volé de nuit sur Concorde, hein. J'ai toujours volé Ah de bon jour, moi. Ah ouais. Parce qu'en fait, même l'horaire retour, comme c'était l'horaire Ah oui, toi, l'horaire 17:45, moi j'ai jamais volé de nuit. Nous, on voyait tomber la nuit à une vitesse Folle, ouais. J'imagine que c'est une... et comme ça monter qu'on- la lune comme un boulet. Ah oui, ouais. Oui, sur le vol retour, c'était étonnant parce qu'on décollait à 13h de Kennedy, donc on C'était était 19h déjà à Paris. en Ouais. milieu de journée et puis 1h30 après, pouf, la nuit nous tombait dessus, mais c'était... Ah, ça, j'ai jamais vécu. Ouais. Justement, une question sur le chat. J'y pensais justement quand vous parliez de vols spéciaux, les vols Eclipse. Il y en a eu plusieurs, je vois, le 73 et puis 99, je crois. assez Ouais, différent. C'est-à-dire le vol avec le prototype, c'était pour des astronomes. Ils avaient percé des trous Ah oui, pour d'accord, mettre ouais. des outils et puis examiner. Voilà. Alors que le vol de 99, c'était pour que des passagers qui étaient des astronomes amateurs puissent voir ouais, ouais. longtemps, puisque ça a duré 9 minutes, la partie vraiment éclipse totale. Ouais. Donc pour ce faire, le commandant de bord c'était Jean Prunin, qui était lui-même un astronome aguerri. Non seulement il avait bien calculé la trajectoire, mais en plus il a rajouté, au moment où ils étaient dans l'ombre, 10 degrés d'inclinaison. Un Mach 2, ça fait rien. On ne tourne pas. Hein. L'avion, il est comme ça, mais Et il reste dans la stable. ligne droite, ouais. il tourne tellement doucement que... Et les passagers passaient d'un côté de l'autre pour voir... parce que, bon, c'est pas un avion idéal pour faire des observations. Oui, Ah, parce que- oui, des petits hublots. Il y avait un top. En fait, l'équipage donnait un top pour que les passagers échangent comme ça, clac, que ce soit organisé, etc. Et on avait même vidé les vestiaires du centre pour profiter des hublots qui sont dans les vestiaires. Parce que dans les vestiaires, il y avait des hublots. Et on avait vidé les Tu étais vestiaires du sur le centre. vol? Non, mais du coup, comme j'étais au secteur, j'ai Ah oui, contribué à Oui, non, organiser c'est la préparation, c'était à la préparation. une Ouais. magnifique aventure. Hein, parce Ah que, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la forme Ah bah écoutez, de l'engin? Un peu carré, enfin... un peu Lego, mais Voilà, un peu brut. il n'est pas branché. Ouais. Ah si, waouh, waouh, waouh. Génial. Ah ouais. Tu peux allumer les phares? Ça, le truc électrique sur des Lego, sur une pièce de cette taille-là, c'est envisageable. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est des fils électriques là-dessus, c'est faisable. ça va être difficile de passer le Mach, hein, quand même. Oui, Il va rester. on va laisser les pièces, il va fondre. De toute façon, c'est du plastique, il va fondre. Hein, mec, hein. Bon, bah voilà, c'était l'émission spéciale Concorde. J'espère que vous avez appris des tas de choses. En tout cas, nous, franchement, on s'est régalé à écouter vos souvenirs et vos détails. Franchement, que ce soit des souvenirs de l'avant, de l'arrêt ou de l'arrière. Vraiment, merci beaucoup d'être venus. C'était vraiment passionnant et c'était fixé un challenge, le voilà. Et ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le chat.